7h13, votre invité Sonia Mabrouk est députée au Parlement européen et président par intérim du Rassemblement national. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Bonjour. La Nouvelle-Calédonie restera française, le nom à l'indépendance l'ayant emporté de manière écrasante, avec toutefois une participation en chute libre. Malgré tout, c'est un message puissant d'appartenance à la France. Oui, puis c'est un résultat qui est net, clair et sans appel, puisque pour le troisième référendum, pour cette troisième élection, je dirais qui concernait la Nouvelle-Calédonie, ils ont fait le choix de rester français. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est un territoire qui a toujours marqué sa loyauté, je dirais historique à l'égard de la France, puisque la Nouvelle-Calédonie a été l'un des premiers territoires avec l'île de Saint en métropole à rejoindre la France libre du général de Gaulle en 1940. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Moi, j'ai été relativement choqué par le silence d'Emmanuel Macron dans ce référendum, puisque entre le choix de la France et le choix du néant, Emmanuel Macron n'a pas jugé bon de se prononcer. Ça me semble particulièrement inquiétant parce qu'il est le garant de la Constitution et par là le garant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République française. Avec la phrase « La France sera plus belle avec la Nouvelle-Calédonie », vous n'y voyez pas... Il l'a dit après. Et alors certains ont jugé... On aurait aimé qu'il s'engage avant. Certains ont jugé justement que c'était stratégique de ne pas s'engager pour ne pas mettre plus de tension dans un tel référendum. Qu'en pensez-vous ? Il s'agit pas de tension. Il y a des accords qui ont été signés à la fois par Monsieur Rocard avec les accords de Matignon, il y a les accords de Nouméa qui prévoyaient ces 3 référendums. On voit bien que le refus de ce que moi j'appelle des sécessionnistes, c'est au-delà des indépendantistes, ce sont des sécessionnistes, de participer à ce référendum vient sans doute du fait qu'ils savaient pertinemment que le résultat de ce référendum ne serait pas en leur faveur. Et donc ils ont fait le choix de le boycotter, de ne pas y participer. Et donc je déplore que le président de la République, qui est encore une fois le garant de l'intégrité du territoire, de la souveraineté territoriale de la France, n'ait pas fait le choix de se prononcer. C'est extrêmement grave. Mais vous n'avez aucun doute, Jordan Bardella, sur le fait que le président soit pour, évidemment, cette appartenance. Mais pourquoi il ne le dit pas ? Et qu'il la défende, évidemment. Il n'a pas souhaité se prononcer, c'est extrêmement inquiétant. Et Marine Le Pen se serait prononcée, et elle s'est prononcée en faveur du maintien. Je pense que nos outre-mer sont une richesse incroyable pour notre pays. Cela fait de nous le 2e espace maritime au monde. C'est une richesse incroyable qu'il convient évidemment de valoriser. Il y a des problématiques très particulières. Marine Le Pen sera dans quelques jours à La Réunion et à Mayotte pour évoquer notamment les tensions migratoires que subissent aujourd'hui Mayotte. Et Mayotte deviendra probablement le futur de la France si on ne reprend pas la main sur notre politique migratoire. À Nanterre, dans l'actualité, Jordan Bardella, une procession de catholiques menacés. Plus précisément, c'est le prêtre qui a été menacé d'égorgement. Une plainte va être déposée. Est-ce que ce sont des incidents évidemment très graves, des faits divers ou bien un fait beaucoup plus profond selon vous ? Bon, d'abord, moi, j'apporte évidemment mon soutien à ces croyants, comme j'apporte mon soutien à l'ensemble des catholiques de France. Ce que subissent les catholiques et les chrétiens aujourd'hui en France me fait de plus en plus penser à ce que subissent les minorités chrétiennes dans les pays musulmans du Moyen-Orient, puisque des lieux de culte chrétiennes au Moyen-Orient sont exécutés. Puisque nous allons devoir organiser désormais des processions sous escorte policière. Comme on le fait par exemple à Raqqa en Syrie, il y a eu en 2019, puisque l'année 2020 était concernée par le confinement, 1052 actes anti-chrétiens qui ont été commis contre des lieux de culte, qu'il y a eu dans notre pays ces dernières années des prêtres qui ont été égorgés, comme le Père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016 en Normandie, que des marchés de Noël ont été attaqués. Ils sont le symbole de notre civilisation, de ce qu'est la France. Je vous rappelle que nous avons célébré avant-hier le triste anniversaire des 3 ans de l'attentat contre le marché de Strasbourg, où je me rendrai demain soir. Le ministre de l'Intérieur s'est indigné. Il condamne cela et plus largement une présence policière renforcée a été mise en place hier autour des églises de Nanterre pour la procession. Qu'auriez-vous fait de plus au-delà de la condamnation unanime et consensuelle ? Mais il faut faire preuve de fermeté d'abord en matière pénale. Et puis il faut, je crois, avoir le courage et la volonté d'arrêter l'immigration, madame. Parce que derrière une grande partie des attaques qui sont commises, et pas seulement des attaques djihadistes d'ailleurs, qui sont commises contre les chrétiens dans notre pays, sont liées directement ou indirectement à l'immigration, comme ça a été le cas avec ces djihadistes qui ont attaqué le marché de Noël ou qui ont égorgé le Père Hamel et qui avaient, je le rappelle, derrière eux 27 condamnations s'agissant de l'un des djihadistes qui s'est attaqué au Père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis derrière le cultuel, il y a aussi une... Jordan Bardella, que ce sont très souvent des Français qui sont là depuis 2-3 générations. Oui, bien souvent,
arrêter l'immigration ne résoudra pas ce problème. Une grande partie des attaques terroristes que nous avons connues sur notre sol l'ont été par des gens qui n'avaient pas la nationalité française, près de 92% d'après Alexandre Delval, ou qui étaient des binationaux. Mais je veux dire aussi que derrière le culturel, il y a la bataille culturelle. Quand on voit aujourd'hui que des maires, et notamment le maire Rassemblement National de Beaucaire, Julien Sanchez, est condamné par la justice pour avoir mis une crèche dans le hall de sa mairie, il y a là un enjeu culturel majeur, une bataille culturelle à mener contre tous ces déconstructeurs qui veulent attaquer nos traditions. Lorsque la Commission européenne envoie une note interne à l'ensemble de ses salariés qui interdit en ces fêtes de fin d'année de souhaiter Joyeux Noël, le terme Joyeux Noël est proscrit, que l'on voit des maires comme à Besançon qui ne souhaitent pas Joyeux Noël, qui souhaitent un fantastique mois de décembre, on voit bien que se développe aujourd'hui un climat anxiogène de déconstruction de l'ensemble de nos traditions, et nous souhaitons effectivement que nos traditions soient fermement Cette déconstruction défendues. ne vient pas forcément de l'immigration, elle vient parfois de la classe politique française. Donc en quoi réduire ou arrêter l'immigration pourrait résoudre ce dont vous parlez? Ça éviterait une grande partie des attaques terroristes. Une grande partie des attaques terroristes, je l'ai dit, que nous avons subies sont liées directement à l'immigration. Il y a un an, très peu, il y a un an, l'église, la basilique de Nice, qui a été attaquée par un djihadiste tunisien qui venait d'arriver sur notre sol. Samuel Paty a été égorgé il y a maintenant un an, plus personne n'en parle, tout le monde l'a oublié, par un Tchétchène qui n'avait rien à faire sur notre sol. Et c'est comme ça pour la quasi-totalité des attaques terroristes. Je rappelle ce chiffre, 92% des attaques djihadistes qui ont été commises sur notre sol depuis 2012 l'ont été par des personnes qui avaient un lien à l'immigration. Donc si on veut s'attaquer à la violence dans notre société, si on veut s'attaquer au terrorisme, il faut évidemment arrêter l'immigration. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur nous expliquer qu'on a fermé 21 mosquées radicales sur les 570 qu'il y a aujourd'hui dans notre territoire, c'est dérisoire. Mais Monsieur Bardella, il y a des procédures, il faut prouver qu'il y a évidemment un trouble, qu'il y a quelque chose de nature à pouvoir être fermé. Non, mais je pense qu'il y a vous passez outre, oui, parce que vous passez toutes ces procédures je pense que ça judiciaires. s'appelle la prévention. Et je pense qu'on s'est je pense qu'on a eu beaucoup trop de drames dans notre pays. Vous fermez. Sans pouvoir prouver si ce lieu est pourvoyeur d'un discours de haine. Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays, incluant les mosquées qui sont détenues par les frères musulmans, qui sont considérées, y compris dans certains pays arabes, comme aux Émirats arabes unis, comme des organisations terroristes. Des mosquées qui sont détenues par les mouvements tablir, par les mouvements salafistes. Des mosquées qui sont détenues par le gouvernement d'Erdogan sur notre sol, le gouvernement turc. Par anticipation? Eh bien, nous les fermons. Nous faisons voter une loi. Vous décidez vous-même de les fermer? Non, on fait voter une loi. Marine Le Pen a proposé et a présenté il y a quelques mois son projet contre l'islamisme radical, qui prévoit notamment que des lieux de culte qui diffusent cet islamisme radical puissent être fermés. Je suis étonné de vous entendre parler d'islamisme radical. Je croyais que l'islamisme était forcément radical. L'islamisme est forcément radical. Pourquoi vous me dites l'islamisme radical? Je suis content que vous soyez plus radical que moi dans la dialectique. J'essaie de comprendre votre rhétorique. Donc il y aurait un islamisme modéré. On peut même parler d'islam politique, ça ne me gêne pas, je n'ai pas peur des mots. Monsieur Bardella, vous me dites islamisme radical. Je demande est-ce qu'il y a un islamisme modéré? Non, il n'y a pas d'islamisme modéré, il n'y a pas d'islamisme radical. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas non plus de frères musulmans modérés, et que l'ensemble de ces organisations, comme par exemple les Miligorus, qui sont aujourd'hui aux mains d'Erdogan, de la Turquie, qui est dans une attitude extrêmement agressive à l'égard de la France, devrait être fermée, devrait être dissoute. Combien d'associations qui ont refusé de signer la charte de la laïcité, le gouvernement a-t-il dissoute? Il y a d'autres dissolutions. Une, peut-être, le CCIF, mais les Miligorus ne sont pas dissous, et les frères musulmans, qui se sont renommés désormais musulmans de France, ne sont pas dissous. Notamment, un autre sujet, on a 4500 étrangers qui sont fichés pour radicalisation. Pourquoi est-ce qu'on ne les expulse pas du territoire national? Dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir exigé une procédure de dissolution du groupuscule d'extrême droite, les Zouaves, soupçonnés d'être impliqués dans les violences au meeting d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ces dissolutions, vous les demandez également? Oui, mais qu'on applique ce type de procédure à l'ensemble des organisations aujourd'hui ou des associations qui perturbent la démocratie. Et ceux qui m'ont empêché, par exemple, moi, il y a quelques jours, de me rendre dans le quartier de la Guillotière à Lyon, ce sont des milices d'ultra-gauche. Et pour que je puisse me rendre dans ce quartier du centre-ville de Lyon, qui est devenu une zone de non-droit où les habitants ne supportent plus aujourd'hui d'être complètement submergés par l'immigration clandestine, par l'insécurité, où les femmes ne sortent plus de chez elles, qui m'ont empêché de me rendre dans ce quartier avec l'un de vos
vos confrères Jean-Marc Morandini pour tourner une émission qui a nécessité la présence de 400 policiers. Ce sont des milices Antifa, des milices d'ultra-gauche. Ce sont ces milices qui ont attaqué, par exemple, à coups de cocktail Molotov et de grenades de désencerclement, le meeting d'un candidat, je pense, c'est Éric Zemmour, il n'y a pas de dissolution de ces groupuscules? Parce que le gouvernement dit qu'il n'est pas facile de les dissoudre puisqu'ils ne sont pas constitués en entité, en organisation. L'ensemble de ces associations détiennent des pages Facebook, l'ensemble de ces associations répondent à des critères qu'on appelle les critères des associations Antifa, se réunissent et appellent à la mobilisation sur les réseaux sociaux. En vérité, les milices Antifa et les milices d'ultra-gauche bénéficient de la complaisance de nos dirigeants politiques depuis plusieurs années, comme ils bénéficiaient d'ailleurs de la complaisance du gouvernement de Manuel Valls à leur égard. Et pour une raison très simple, Manuel Valls, c'est que ces avec mouvements, les Antifa, mais tous les gouvernements qui nous ont précédés ont été complaisants à l'égard des Antifa. Et pour une raison très simple, c'est que ces mouvements sont utilisés par le pouvoir pour nuire à certains mouvements sociaux, pour nuire au mouvement de contestation contre la réforme des retraites, pour nuire à ces grands mouvements populaires qui ont été les mouvements des Gilets jaunes. Les policiers eux-mêmes nous le disent, les syndicats de police nous le disent, nous n'avons pas les ordres pour intervenir et pour neutraliser, que ce soit les Antifa ou les Black Blocs. Donc je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation, de les dissoudre et de faire preuve de fermeté à leur égard. Et que répondez-vous à ceux qui disent que vous serez à l'inverse conciliant et complaisant avec plutôt les groupuscules d'extrême droite? Quel groupuscule d'extrême droite? Les Zouaves, par exemple, ou d'autres, on ne va pas vous faire liste. Est-ce que par rapport à la condamnation... Madame, je n'ai aucune complaisance et accordez-nous au moins ce mérite et d'avoir toujours été, en tant que parti politique, extrêmement ferme à l'égard de gens qui pouvaient avoir une volonté autre que de pratiquer la politique de manière démocratique. Marine Le Pen a toujours eu cette fermeté et en tout cas la violence, je la condamne, quel qu'en soit le bord politique, quelle qu'en soit l'origine, mais accordez-moi quand même le fait que ceux qui posent problème aujourd'hui et ceux qui viennent casser les meetings, ceux qui attaquent les forces de l'ordre, ce sont des milices d'ultra-gauche qui, elles, ne sont pas dissoutes et sont protégées et couvertes par le gouvernement. Dans le Figaro ce matin, Jordan Bardella, l'Office français de l'immigration et l'intégration détaille les demandes de séjour en France pour raisons médicales. Alors là, je précise à nos auditeurs, il ne s'agit pas de l'AME pour les clandestins, mais bien de titres de séjour tout à fait légaux pour raisons médicales. On y trouve en tête les Algériens, puis des Ivoiriens, Congolais, etc. Est-ce que notre modèle est envié, trop envié selon vous, et comment y remédier dans ce cas-là? Je pense que beaucoup de personnes qui viennent dans notre pays considèrent la France comme un guichet social. Voilà, considèrent qu'en venant en France, ils vont être soignés, logés, pris en charge, que leurs enfants vont être scolarisés, et tout cela évidemment aux frais de la princesse avec l'impôt du contribuable. Avant de commencer à éponger, il faut fermer le robinet de l'immigration. Parce que l'immigration nous coûte beaucoup d'argent. Des séjours parfois courts, pour des raisons médicales. Précise. Oui, d'accord, mais moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est qu'il y a un Français sur 3 qui n'arrive plus à se soigner ou qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens, de classes populaires, de personnes âgées, de femmes seules, de familles monoparentales qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois et qui, elles, n'entrent jamais dans les bonnes cases pour bénéficier de ces prestations sociales. Donc, notre volonté, elle est claire. Si nous arrivons à la tête de l'État dans quelques mois, nous couperons le robinet des aides sociales qui sont versées aux étrangers. Nous supprimons l'aide médicale d'État qui fait que aujourd'hui on peut venir se faire soigner et de bénéficier quand vous êtes présente de manière clandestine de toute la palette de soins gratuites. Moi le conseil que j'ai envie de donner à nos concitoyens qui nous écoutent, c'est perdez votre carte d'identité. On a un peu le sentiment qu'en perdant la carte d'identité, vous serez mieux traité en étant étranger sur le territoire français qu'en étant membre de la communauté Pour la défenseur nationale. des droits ce matin, il envoie notre devoir de solidarité. C'est ce qu'il dit ce matin. D'accord. Elle paiera avec ses impôts et elle paiera directement elle-même ses soins de gens qui viennent ici pour se faire soigner. Si nous sommes élus à la tête de l'État, Marine Le Pen instaurera la priorité nationale. C'est-à-dire que dans l'emploi, dans l'accès à l'emploi, encore une fois à compétences égales ou dans l'accès au logement à situation égale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui un tiers des immigrés au sens de l'INSEE occupent aujourd'hui un logement social, eh bien les Français seront prioritaires et nous instaurerons dans la Constitution la priorité nationale. Vous êtes Français, vous aurez la priorité chez vous parce que les Français n'ont qu'une maison et il est bien normal que nous leur devions le fruit de leur travail et le fruit de la solidarité nationale. Jordan Bardella, on a pensé qu'Éric Zemmour serait le pire cauchemar, certains l'ont dit, de Marine Le Pen pour cette présidentielle. Peut-être que ce sera finalement une femme, Valérie Pécresse, plus à même, selon les sondages à l'instant T, je précise, de se qualifier au second tour. Est-ce que c'est une adversaire politique redoutable et donc redoutée de votre part ?
Non, je pense que Valérie Pécresse est peut-être plus macroniste qu'Emmanuel Macron. Et je pense que c'est ce que vous elle souhaitez. se veut. Non, je pense qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui distingue Emmanuel Macron de Valérie Pécresse. Et elle l'a dit d'ailleurs elle-même. Moi, je l'ai entendu sur le 2 décembre sur CNews auprès de votre confrère Laurence Ferrari dire qu'elle souhaitait faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'avait pas su faire. La réforme des retraites. Je l'ai entendu dire dans son meeting. Partie de l'électorat de droite, c'est ce qu'il demande. Je l'ai entendu dans son meeting de rentrée à Brive dire que, à propos d'Emmanuel Macron, il n'est que la pâle copie, je suis l'original. Et puis je l'ai entendu dire, je suis un tiers Thatcher, 2 tiers Merkel. Ça veut donc dire 0% Pécresse, mais on voit bien que dans la philosophie qui est la sienne, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre elle et Emmanuel Macron. Je m'étonne d'ailleurs de la manière dont cette information est traitée, mais vos confrères de Mediapart ont fait une révélation extrêmement intéressante. Ils ont révélé que Valérie Pécresse aurait remporté la primaire des Républicains en bourrant les urnes avec l'aide du vote communautaire, avec l'aide de votes étrangers. Donc peut-être que au-delà du fait de la voir mauvaise, peut-être que M. Barnier, qui est arrivé en 3e position, pourrait par exemple demander à ce que M. Jacob rende public les résultats par département. C'est intéressant, M. Barnier. Pardon. C'est Madame intéressant, Pécresse. Vous avez des citations. Je vais vous citer une citation de Marine Le Pen sur Mediapart il y a quelque temps. Moi, je n'ai absolument aucune confiance dans les enquêtes de Mediapart. Mais peut-être que ça ne tient que quand il s'agit de vos adversaires. Demandons. Non, mais allons. Marine Le Pen, moi, je n'ai absolument aucune confiance dans les enquêtes de Mediapart. Mais c'est intéressant de noter. Pourquoi vous cherchez à couvrir cette information? Ne cherchons pas à couvrir cette information. Quand moi je cite une citation, elle n'est plus valable. Je m'étonne. Elle existe. Mais parce qu'il peut y avoir parfois des enquêtes qui sont des enquêtes militantes, comme il peut parfois y avoir des journalistes qui sont militants. Vous ne direz pas le contraire. Quand elle concerne vos adversaires, je dis ce n'est pas militant. Permettez-moi d'intervenir. Il faut qu'on lance la pub. On revient dans un petit instant. Je terminerai. On vous laissera. Vous terminerez avec Dimitri et Mathieu Bock-Côté qui nous rejoint. À tout de suite.